Bonjour, asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir, rangez vos portables. Donc aujourd'hui nous allons voir comment répondre à la question: le bonheur de chacun est-il compatible avec le bonheur de tous? Donc on voit qu'elle est un mélange en quelque sorte entre la leçon sur le bonheur que nous avons vue et la leçon sur la politique que nous avons vue aussi. Je vais de plus vous montrer combien on peut utiliser le cours pour répondre à cette question et réaliser cette dissertation et en trouver la solution. Donc, on va commencer évidemment par l'introduction. L'introduction, nous allons dire d'abord: il paraîtra à certains évident que leur bonheur est empêché par les autres, c'est-à-dire par tous ces anonymes que l'on désigne comme des is ou des on, et dont on a le sentiment qu'ils nous dérangent. Nous ne sommes donc pas dans le domaine de la moralité qui suppose que nous connaissions le plus souvent le prochain que nous désignons alors par tu ou vous. Nous sommes plutôt dans le domaine de la politique et le on désigne la société en général. Dans cette introduction, rédigée comme ça, nous permet d'éviter de partir dans plusieurs directions et de s'en tenir, et de le dire tout de suite, à la question de la politique, la loi du droit positif. Alors, pour être heureux, faut-il donc vivre isolé? Le bonheur de chacun est-il compatible avec le bonheur de tous? Là, on désigne clairement le sujet. Nous allons chercher à répondre à cette question en examinant d'abord, là j'annonce le plan évidemment, s'il faut choisir entre mon bonheur et celui des autres, première partie, et ensuite en quoi les autres peuvent contribuer à mon bonheur, deuxième partie, et enfin, s'il y a un moyen de réconcilier le bonheur de chacun et le bonheur de tous, ce qui m'amènerait une solution. Exemple de bonheur. Donc première partie. Faut-il choisir entre mon bonheur et celui des autres? Première idée. La première chose qui nous apparaît est que mon intérêt, donc mon bonheur, est incompatible avec l'intérêt de tous. Par exemple, en temps de confinement, c'est en somme à cause du fait que les autres sont potentiellement malades ou que je suis peut-être malade que je suis obligé de rester chez moi, alors que je souhaiterais sortir librement. Donc les autres, en quelque sorte, l'intérêt des autres semble peser plus lourd que mon propre intérêt. Première raison pour penser que le bonheur de tous n'est pas compatible avec mon propre bonheur. Deuxième raison, je ne puis être heureux si je ne suis pas libre. C'est ce qu'on vient de voir. Or, le bonheur de tous exige que je respecte les lois qui m'empêchent de vivre librement. Encore une fois, les lois m'empêchent d'être heureux. D'ailleurs, on le voit très nettement, et d'être libre surtout. Et on le voit très nettement avec cette définition de la liberté que je prends dans le cours. État de ce qui n'est pas soumis à une ou des contraintes qui ne dépendent pas de lui. Il exerce alors sa volonté. Donc il n'obéit à personne. Enfin, l'intérêt des autres est le plus souvent lui aussi contraire au mien. Résultat, non seulement pas de liberté possible, mais pas d'égalité non plus. Les autres cherchent à me prendre ce que j'ai, soit légalement, soit par la violence. Rousseau l'a dit, nous avons cessé d'être heureux quand l'un d'entre nous a dit « c'est à moi ». Donc, décidément, il va être difficile. Voilà le texte de Rousseau, on le voit très nettement quand il dit « avant la société, ils vécurent sains, bons et heureux autant qu'ils pouvaient l'être, par leur nature. Et ensuite, une fois que la société est installée en quelque sorte, évidemment c'est une utopie, hein, dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, la propriété s'introduisit. Voilà comment il nous fait comprendre que le bonheur naturel et la liberté naturelle de chacun est contraire au fait de vivre en société. Alors, je vais maintenant pouvoir rédiger ma phrase intermédiaire qui va rappeler ce que je viens de voir. Nous voyons donc que le bonheur de chacun n'est pas compatible avec le bonheur de tous, parce que nos intérêts ne sont pas les mêmes, nos libertés se contredisent, nous sommes en perpétuelle guerre pour obtenir ce qui nous rendra heureux. On ne va pas s'arrêter là. Cependant, il ne faut pas oublier que si le plaisir et la joie peuvent se suffire de satisfactions éphémères, le bonheur est le fruit d'une satisfaction durable. Là aussi, j'utilise le cours. Or, puis-je qui fait la différence entre le plaisir, la joie et le bonheur. Or, puis-je, par mes seuls moyens, garantir mon bonheur?
C'est ce que nous allons examiner maintenant. Deuxième partie, première idée de deuxième partie. On se rappelle toujours du cours, le mythe de l'anneau de Gygès raconté par Platon dans la République qui nous montre que si chacun accède à son propre bonheur en échappant aux lois, alors ce sera le plus souvent au détriment du bonheur des autres. Et rien ne me garantit alors que sans les lois qui restreignent les libertés de chacun, demain je ne serai pas la victime d'un Gygès. Plus généralement, la société est faite pour protéger chacun, parce que sans un minimum de sécurité, aucun bonheur ne sera possible. Nous avons vu ça en définition la loi de l'État, qui est la première fonction du droit dans une société et d'en garantir l'ordre. La violence sera par conséquent hors la loi à cause du trouble qu'elle représente. De plus, comme l'explique Platon dans la prosopopée, des lois, là encore on l'a vu dans le cours, sans les autres, c'est-à-dire sans ce qu'ils m'apprennent, je ne saurais rien, et il est bien difficile pour un ignorant de comprendre le monde qui l'entoure et donc d'être heureux. Même en me soumettant à la discipline d'une bonne éducation et des lois qui semblent aller contre mon bonheur immédiat, en réalité, la société me permet d'être heureux. C'est ce que nous avons vu dans le texte de la prosopopée des lois de Platon, que nous devons aux lois, la naissance et l'éducation. Enfin, si chacun veut son bonheur, il entrera en lutte contre les autres, comme nous l'avons vu avec Gygès. Seule la justice garantie par la société pourra m'éviter d'être victime de perpétuelles inégalités et me rendra équitablement ce qui m'est dû. Ça, c'est ce qu'explique Aristote dans ce texte que nous avons étudié, bon, que je vous laisserai lire, ou que nous avons déjà lu d'ailleurs, mais que l'on peut résumer de la manière suivante. La justice, ça consiste évidemment à ne pas être comme l'homme injuste, celui qui va contre la loi et qui est en réalité un voleur du bien d'autrui. L'homme juste, lui, il respecte la loi, il respecte l'égalité. Résultat, la loi, nous voyons bien qu'elle préserve l'intérêt commun. Donc le juste préserve le bonheur de la société. À quoi peut s'ajouter encore l'équité qui, elle, nous permet d'améliorer la justice légale, parce que la justice légale est trop générale, parce que tout simplement le réel est irrégulier et particulier, et que les lois d'une loi simplement juste sans s'inquiéter de l'équité n'arriveraient pas à rendre compte, à s'inquiéter des soucis et des particularités de telle ou telle situation qu'on lui demande de juger. Donc, le juge doit être accompagné par l'équité qui prendra en compte les particularités. Résultat, l'équité préserve le bonheur de chacun. Donc, elle préserve à la fois le bonheur de la société. On peut à la fois préserver le bonheur de la société et préserver le bonheur de chacun grâce à l'équité. Pour résumer cette deuxième partie, nous pouvons dire, nous avons donc vu que le bonheur de chacun ne peut se faire sans se soucier du bonheur de tous. En effet, sans les autres qui me protègent, sans les autres qui garantissent mon éducation et ma sécurité, sans la justice qui garantit un égal droit au bonheur pour tous, je ne pourrai jamais être heureux. Mais faudra-t-il toujours que je sacrifie mon bonheur au profit de celui des autres parce que les autres me protègent? Ne peut-on trouver un équilibre? Alors on va chercher la troisième partie, une solution intermédiaire. Cet équilibre qui peut se trouver en même temps que je trouverai un équilibre entre mes droits et peut se trouver quand je trouverai un équilibre entre mes droits et mes devoirs. En effet, mes droits me permettent de revendiquer les moyens qui font mon bonheur, par exemple le droit de travailler, le droit d'être défendu, le droit à l'éducation. En même temps, chacun ne pourra avoir légitimement accès à ses droits qu'à la condition de respecter ses devoirs. Si donc s'équilibrent les droits et les devoirs, j'ai ma solution en quelque sorte. Ce n'est plus le droit de chacun qui l'emporte sur le droit des autres, ce n'est pas les devoirs qui l'emportent sur mes droits, mais les droits et les devoirs s'équilibrent tout simplement. Et à ce moment-là, mon bonheur, c'est-à-dire mes droits, et celui des autres, c'est-à-dire mes devoirs, s'équilibrent. Or, celui qui sait à la fois revendiquer ses droits et respecter ses devoirs,
c'est le citoyen, on le connaît. Évidemment, on l'a vu dans la leçon. Donc on voit que le citoyen, c'est un sujet de droit, mais c'est aussi, il a l'obligation de respecter les lois, c'est-à-dire ses devoirs. Donc le citoyen trouvera, c'est l'image peut-être idéale, mais tout à fait envisageable, d'un individu qui trouve à la fois son propre bonheur et celui des autres, pourvu qu'il respecte un certain nombre de droits et qu'il voit que ses droits sont respectés et qu'il respecte ses devoirs. Il suffira alors que les citoyens passent un contrat, ce que Rousseau a appelé le contrat social, pour que cet équilibre entre le bonheur de chacun et le bonheur de tous soit atteint. C'est le contrat social, vu aussi dans le cours. Ainsi, l'équilibre entre les intérêts particuliers et l'intérêt général sera une réalité. Donc les bonheurs s'équilibrent, en quelque sorte. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Nous voyons donc que, avec cette dissertation, on peut trouver tout à fait une solution. L'essentiel, je le répète, c'est d'utiliser le cours et de ne pas oublier d'aller jusqu'à la troisième partie. Voilà pour cette dissertation.